我らに突き通せぬ者は血に染まる蛇のみよ。エルバフに伝わる巨人族最強の槍を見よ。Et si la plus grande prison de l'histoire de One Piece n'était pas Impel Down, mais le monde lui-même? Depuis la nuit des temps, les navigateurs voient en Red Line une frontière immuable. Mais dans les méandres du récit que nous suivons depuis 30 ans, Eiichiro Oda a sagement dissimulé une vérité bien plus organique. Ce n'est pas de la roche qui sépare les quatre mers, c'est une cage de sang. Sur Elbaf, les légendes ne meurent jamais, elles attendent. Les géants nous ont prévenus. Le serpent trempé dans le sang, celui qui encercle le globe, n'est pas une métaphore. C'est une réalité biologique pétrifiée. Et alors que nous entrons dans la saga finale, les échos du passé nous murmurent que le Ragnarok ne vient pas du ciel, mais de cette montagne. Pourquoi Barbe Noire a-t-il orchestré la plus grande conspiration du manga pour s'emparer du pouvoir de Barbe Blanche? Le Gura no Mi n'est pas une arme de guerre, c'est un scalpel. La seule pierre angulaire capable de briser la croûte terrestre pour libérer le monstre que le gouvernement mondial tente de contenir depuis 8 siècles. Comment les foreshadowings de l'auteur ont-ils pu prédire avec une précision chirurgicale l'éveil de ce serpent de flamme? Par quel mystère la destinée de Loki est-elle liée à l'effondrement de la structure même de la planète? Et si la guerre finale n'était pas une lutte pour un trône, mais un combat désespéré pour empêcher Barbe Noire de déchaîner l'enfer sur Terre? Le compte à rebours de l'apocalypse a commencé. Alors attachez vos ceintures, car aujourd'hui, nous allons déchiffrer le texte sacré du Alley et révéler pourquoi Red Line est sur le point de hurler. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Si vous êtes passionné par One Piece et que vous aimez explorer les théories les plus audacieuses, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Activez la cloche pour recevoir les notifications et laissez un commentaire. Merci à ceux qui prendront le temps pour tout cela. Installez-vous confortablement, préparez-vous à plonger au cœur des mystères de cette œuvre légendaire et explorons ensemble les secrets qui pourraient bouleverser à jamais le monde de One Piece. Allez, bonne vidéo! Soyons honnêtes, Internet est aujourd'hui une mer agitée remplie de sites douteux et de trackers qui surveillent vos moindres faits et gestes, un peu comme le fait le gouvernement mondial. Que l'on cherche l'aventure ou simplement à naviguer tranquillement, la sécurité en ligne n'a jamais été aussi importante. Pour protéger vos données et naviguer en toute liberté, vous avez besoin d'un allié puissant. Un grand merci à CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Avec plus de 15 ans d'expertise dans la sécurité, ils sont aujourd'hui un leader mondial du secteur et l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. CyberGhost, c'est un peu comme si vous empruntiez une route secrète et indétectable sur le réseau. Le service fait passer votre trafic par un tunnel chiffré, masque votre IP et met vos données personnelles à l'abri des regards indiscrets. Il vous suffit d'activer l'application pour que 100% de votre trafic soit sécurisé, vous garantissant un anonymat total. Et surtout, CyberGhost applique une politique stricte de no-log. Ils ne conservent aucune donnée et n'ont aucune idée de vos activités en ligne. Ainsi, vous naviguez en toute sérénité grâce à leur immense réseau de serveurs répartis dans 100 pays. L'un de leurs plus grands atouts est la possibilité de changer votre localisation virtuelle en un clic. Cela vous permet de briser les restrictions géographiques et d'accéder à plus de 100 serveurs et à plus de 40 plateformes de services de streaming, et de déverrouiller les catalogues étrangers de Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, et tant d'autres. C'est aussi idéal pour accéder à des services indisponibles localement ou pour obtenir de meilleures offres sur vos achats en ligne en changeant de pays. De plus, l'interface est ultra conviviale et compatible avec tous vos appareils, Windows, Mac, Android, iOS, mais aussi Linux, les Smart TV et même les consoles de jeux. Un seul abonnement permet de protéger jusqu'à 7 appareils en simultané, ce qui est parfait pour en faire profiter vos amis ou votre famille. En ce moment, il propose une offre exceptionnelle avec une réduction de 83%, soit seulement 2,03€ et 4 mois gratuits. L'offre est sans risque grâce à leur garantie de remboursement de 45 jours et un support client disponible 24h/24, même en français. Alors pour rejoindre les 38 millions d'utilisateurs qui leur font déjà confiance, cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran. Merci à CyberGhost VPN et on est parti pour la vidéo. D'emblée, au point où nous en sommes, il est pratiquement acquis que Loki correspond au dragon illustré sur la fresque du chapitre 1138.
Cette constatation soulève une interrogation. Quelle est la véritable nature du serpent colossal visible sur la partie droite, ce fameux serpent aux flammes infernales évoqué dans le premier monde du Halley? En fait, cette créature n'est presque certainement rien d'autre que Redline, ou plutôt ce qui s'y trouve à l'intérieur. Dès les prémices de l'aventure, les géants Dory et Broggy ont répété que ce serpent trempé dans le sang constitue leur seule et unique crainte. Ce nom de serpent trempé dans le sang, donné par Dory et Broggy à Redline, est d'ailleurs confirmé par les propos de Harald, qui établit explicitement que c'est le nom donné par les géants à cette frontière mondiale. Par conséquent, Redline est assimilé à un serpent dans le folklore d'Elbaf, perçu comme la seule force qu'ils ne peuvent pas vaincre. Comme il serait assez singulier que des guerriers géants voient une simple muraille rocheuse comme un ennemi imbattable, il paraît bien plus cohérent que Redline soit en réalité un véritable serpent antique en sommeil, le plus grand adversaire des habitants d'Elbaf. Et c'est précisément ce qui explique pourquoi la fresque met en scène le dragon Loki, protecteur d'Elbaf, affrontant un reptile aux dimensions démesurées. À partir du moment où nous comprenons que le dragon de la peinture est une entité réelle promise à un rôle majeur dans la guerre finale, il est logique que le serpent le soit tout autant. Au fond, les géants nous ont déjà révélé cette information cruciale en affirmant que Redline et le serpent ne font qu'un. Cette vision s'accorde parfaitement avec la manière dont Oda sème des indices pour la conclusion de son récit. Depuis les prémices de l'œuvre, tout converge vers la chute inévitable du gouvernement mondial. De la même manière, Barbe Noire a été instauré dès le début comme l'antagoniste pirate par excellence. Ainsi, introduire brusquement un serpent colossal dévoreur de monde à vaincre sans aucun avertissement préalable ne reflèterait pas le style narratif habituel de l'auteur. Il est bien plus logique que ce serpent, dont l'importance éclate aujourd'hui, soit en réalité un élément dont Oda avait déjà suggéré l'existence dès les tout débuts. De fait, pour commencer, nous avons été informés très tôt de la présence de Redline. Un autre point qui s'avère d'autant plus fascinant, c'est que cette représentation de la guerre finale impliquant une lutte contre le dieu malveillant Imu, ses lieutenants et ce reptile titanesque correspond exactement à ce qui fut annoncé lors de l'arc Skypiea. Sur Skypiea, bien que le conflit principal reposait sur l'insurrection contre Ener et ses prélats, un autre défi majeur persistait tout au long de l'aventure. Le serpent géant, Nola. Il n'était pas un subordonné d'Ener, il n'appartenait à personne, agissant comme une force naturelle déchaînée, une puissance destructrice sauvage qui a ravagé l'île pendant toute la durée des hostilités. Il représentait une menace identique pour les soldats d'Ener et pour les Chandia. Sa puissance était d'ailleurs phénoménale par rapport au standard de cet arc. En réalité, absolument personne ne parvenait à terrasser ce monstre furieux, qu'il s'agisse de Luffy, Zoro ou de Viper. Luffy fut même englouti par le reptile, restant prisonnier de ses entrailles durant une bonne partie du second acte de Skypiea. Déjà dans le flashback consacré à Norland, Oda révélait que les Chandia considéraient depuis longtemps les serpents comme des divinités, allant jusqu'à leur offrir des sacrifices humains pour calmer leur courroux. Tout comme Skypiea nous renseigne sur l'avenir de l'histoire et la guerre ultime de One Piece, il est probable que le rôle du serpent y constitue une préfiguration très explicite de ce que nous verrons lors du dénouement. La fresque vient renforcer cette intuition, offrant un avant-goût de ce qui se prépare pour la bataille finale. Cependant, l'arc de Skypiea ne constitue pas l'unique indice annonciateur de la présence de ce reptile. Tout au long du récit, nous pouvons révéler de multiples exemples de civilisations réparties sur la route de tous les périls qui partagent une profonde vénération pour les serpents, bien qu'elles soient pour la plupart totalement isolées les unes des autres. La première occurrence survient au moment où l'équipage pénètre sur Grand Line par Reverse Mountain en franchissant une succession de 10 arches ornées de gravures représentant des serpents. La deuxième référence notable réside dans le nom même du souverain d'Alabasta, Cobra. Il convient également de souligner que le mausolée situé sous le palais royal abrite, sur sa paroi droite, la représentation d'un immense serpent. Cette culture évoque visuellement Apophis, aussi appelé Apep, la divinité égyptienne serpentiforme symbolisant le chaos. Un troisième exemple se manifeste dans la mini-aventure d'Ener. Parmi les fresques découvertes dans les vestiges lunaires, on y distingue un serpent émergeant des flots. Il y a également le cas des habitantes d'Amazon Lily qui, bien que vivant en autarcie au cœur de Calbelt, multiplient les références aux serpents. Leur île est jalonnée de statues de serpents, leur architecture à l'image du navire Kuja y fait également écho, et elles utilisent même des serpents comme des armes. Le titre de leur souverain est littéralement « Princesse Serpent ». En résumé, l'auteur distille avec une grande subtilité des indices concernant ce serpent aux flammes infernales depuis déjà longtemps. Les protagonistes devront inévitablement se confronter à cette créature colossale et incontrôlable, une force chaotique qui sèmera le désordre durant l'affrontement. Un détail particulièrement captivant à ce sujet est le fait que le serpent de l'arc Skypiea agissait comme un véritable agent du chaos au sein de l'intrigue. Cela nous conduit naturellement vers la figure de proue du chaos dans l'univers de One Piece, Barbe Noire. 全てを無に返す闇の引力、そして全てを破壊する自身の力、手に入れたぞ。これでもう俺に敵はねえ。
Dès lors, la question cruciale concernant l'éveil de Redline sous sa forme de serpent est la suivante. Par quel mécanisme un tel événement pourrait-il se produire? Il se pourrait que Redline ne soit pas le serpent en lui-même, mais plutôt que la créature soit emprisonnée au cœur de cette masse, simplement recouverte par une croûte de roche. Le reptile demeurerait ainsi en sommeil à l'intérieur, protégé par la pierre, le scénario étant orchestré pour que Barbe Noire utilise les pouvoirs du Guragura no Mi afin de le libérer. Si nous revenons aux prémices de l'introduction du Guragura no Mi, une information très spécifique nous a été donnée à son sujet. Il s'agit d'un fruit capable d'anéantir le monde. C'est une déclaration extrêmement frappante, surtout si l'on considère que, d'après tout ce que nous savons, aussi puissant soit le Guragura no Mi, il semble exagéré de prétendre qu'il possède la force de détruire toute la planète. Nous avons vu ce pouvoir à l'œuvre à de multiples reprises dans le récit jusqu'à présent, et bien qu'il ait certainement le potentiel de dévaster des îles, rien n'indique réellement qu'il puisse supprimer le monde en tant que tel. Mais qu'en serait-il si sa réputation de pouvoir détruire le monde découlait du fait que le Guragura no Mi est une clé, un outil permettant de déclencher la fin des temps? Pourquoi? Parce que le fruit des tremblements de terre serait l'unique pouvoir capable de briser l'immense continent de Redline, relâchant ainsi le serpent qui mettra fin au monde. Réfléchissez-y, il n'existe qu'un seul autre fruit dans One Piece dont on nous est dit qu'il causera la perte du monde, celui de Loki, le Nidhogg. Et l'équivalent de ce dragon géant est précisément ce grand serpent. Ne serait-il pas logique que ce soit là la raison exacte pour laquelle on dit que le Guragura no Mi puisse détruire le monde? Ce ne serait donc pas à cause de sa puissance intrinsèque, mais parce qu'il permettrait de libérer l'autre grand monstre de l'Apocalypse, le serpent aux flammes infernales. Notez bien qu'il n'est pas question de prétendre que Sengoku soit au courant de l'existence d'un serpent enfermé dans Redline lorsqu'il déclare que le Guragura no Mi peut mettre fin au monde. Sengoku ne fait que répéter la réputation que ce fruit a probablement acquise au fil des siècles depuis l'Antiquité. Cette idée que le Guragura no Mi détient le potentiel d'achever le monde s'est vraisemblablement transmise depuis cette époque reculée. Et si l'idée qu'il puisse engendrer des séismes assez puissants pour libérer le grand serpent semble incroyable, c'est pourtant précisément ce qui nous a été présenté comme étant arrivé à la fin du premier monde.第一世界、火が大地を焼き尽くした。人間は欲望に負けて禁じられた太陽に触れた。奴隷たちは祈った。すると太陽神が現れた。しかし怒った大地の神は地獄の炎を吐く蛇と共に世界を死と闇で包み込んだ。二度と彼らの道は交わらなかった。La formulation du texte du Alley ici est très spécifique. Mais le dieu de la terre, en colère, enveloppa le monde de mort et d'obscurité aux côtés du serpent aux flammes infernales. Cette évocation d'une divinité de la terre qui se déchaîne renvoie instantanément à l'image de séismes dévastateurs. Un tel cataclysme serait naturellement imputé au courroux d'un dieu régnant sur les profondeurs du sol. On observe ainsi que le récit du premier monde dépeint une puissance double. Le déchaînement destructeur de la terre, conjugué à l'action d'un serpent colossal. Est-il alors envisageable que l'utilisateur du Guragura no Mi ait, de tout temps, été lié à la libération de ce grand serpent? Cette hypothèse gagne en relief si l'on se penche à nouveau sur Skypiea. En remontant jusqu'aux époques reculées, bien avant l'avènement d'Ener, la menace tellurique suprême était déjà représentée par le serpent, et les Chandiens liaient étroitement cette divinité aux secousses sismiques. Il est affirmé de façon répétée que les tremblements de terre découlent directement de la colère du serpent géant. Par conséquent, Oda a pris soin de suggérer très tôt ce lien intime entre l'activité sismique et cette créature légendaire. En élargissant la perspective à l'univers global de One Piece et en assemblant les indices à notre disposition, on remarque que le Alley décrit précisément des séismes synchronisés avec la fureur de ce serpent. À l'époque actuelle, c'est Barbe Noire qui détient le Guragura no Mi, ce pouvoir dont on prétend qu'il pourrait, d'une manière ou d'une autre, mener à l'annihilation du monde. On se doute bien que Barbe Noire n'a pas jeté son dévolu sur ce fruit par pur hasard. Il le convoitait tout particulièrement, car il s'agissait d'un rouage essentiel pour mener à bien son plan. En synthétisant l'ensemble de ces éléments, la conclusion la plus évidente se dessine. Le serpent ne constitue pas Redline en tant que tel. Il se trouve plutôt dissimulé en son sein. Sa libération, à l'instar de ce qui s'est produit lors du premier monde, ne peut être orchestrée que par la puissance des séismes. Voilà l'explication derrière la sinistre renommée du Guragura no Mi, perçue comme une force capable d'anéantir le monde. C'est également pour cette raison précise que Barbe Noire a jeté son dévolu sur ce pouvoir, conscient qu'il lui permettrait d'extraire le reptile de sa prison pour semer la désolation chez les dragons célestes. L'indice le plus révélateur apparaît toutefois en approfondissant la lecture du texte du Alley consacré au premier monde, dont chaque ligne semble désigner Barbe Noire. Les deux facultés emblématiques qui définissent ce personnage sont, rappelons-le, les tremblements de terre et les ténèbres. Or, le récit du Alley précise que le dieu de la terre, dans sa fureur, s'est allié au serpent aux flammes infernales pour plonger le monde dans la mort et l'obscurité.
le courroux d'une divinité tellurique drapant le monde dans le noir absolu. Il est difficile d'imaginer une description plus fidèle des capacités de Barbe Noire et de son essence même. Barbe Noire s'impose donc comme l'individu destiné à libérer le serpent à notre époque. Cette perspective s'accorde d'ailleurs parfaitement avec le rôle thématique que doit jouer Barbe Noire lors de la confrontation finale, tout en expliquant pourquoi le serpent se dresserait spontanément contre Imu au lieu de se ranger à ses côtés. L'un des points capitaux souvent omis concernant les révélations du texte du Halley réside dans la raison profonde de leurs existences. Remarquez qu'avant la mise en lumière de cette fresque, l'opinion générale des lecteurs supposait que l'essentiel des secrets à percer se trouvait uniquement dans le siècle oublié et le destin de l'ancien royaume. Pour le plus grand nombre, apprendre qu'il existait en réalité deux époques distinctes à explorer avec le premier monde et le second monde fut un véritable choc. Tant nos connaissances actuelles sur Imu, Joy Boy, la cité antique ou les armes antiques appartenaient exclusivement aux enjeux du second monde. Pour quelle raison Oda a-t-il choisi de nous surprendre avec cette annonce fracassante, révélant une ère fondamentale à décrypter qui précède même les événements que nous connaissons? La réponse tient en fait que depuis son lancement, One Piece s'articule autour de la lutte contre deux formes distinctes du mal. D'un côté, nous trouvons le joug d'un contrôle autoritaire, et de l'autre, les ravages d'un chaos pur et destructeur. Le constat est le suivant. Au fil de certains récits, l'auteur nous confronte à des tyrans malveillants qu'il faut renverser pour sortir les populations de la servitude. A l'inverse, d'autres aventures mettent en scène des puissances sauvages et dévastatrices qu'il faut impérativement stopper afin de préserver la quiétude d'une contrée. Les multiples terres qui composent l'univers de One Piece se retrouvent ainsi prises en étau entre ces deux visages du mal. Prenons un exemple concret. Les nations ne doivent-elles pas accepter de se plier à la volonté des dragons célestes pour se mettre au service d'un régime oppressif? Ou bien préfèrent-elles contester leur autorité au risque de subir des invasions et de voir leur équilibre social anéanti par des forces chaotiques, à l'image des pirates? Évidemment, cette dynamique comporte de nombreux degrés de complexité supplémentaires. Il est indéniable par exemple que l'émergence d'une piraterie malfaisante est en grande partie une réaction directe à la tyrannie exercée par les nobles mondiaux. De plus, un aspect essentiel réside dans le fait que les hors-la-loi d'aujourd'hui peuvent très bien se transformer en despotes demain. Les rôles ne cessent de s'inverser au cours des âges. Quoi qu'il en soit, il faut retenir qu'à travers sa narration, Oda s'est toujours efforcé d'exposer ces deux facettes complémentaires de la malveillance. Observons à présent avec plus d'attention ce qui s'est déroulé durant les premiers et seconds mondes, tout en saisissant l'intérêt de nous relater ces deux époques distinctes. En réalité, l'apogée de chacune de ces périodes a pour but d'illustrer les deux formes de malfaisance qui traversent le récit. La conclusion du second monde voit triompher une autorité tyrannique en la personne d'Imu, une domination marquée par un déluge oppressant qui engloutit la Terre, alors que l'humanité entière bascule sous le joug d'un despote funeste. Toutefois, si ce second monde s'achève par une prise de pouvoir malveillante, le premier semble avoir connu un dénouement tout à fait opposé. Cette première ère se clôt en effet sur l'action d'une puissance maléfique dévastatrice qui réduit tout en cendres. Le récit indique que le sol se déchire sous la fureur du serpent aux flammes infernales, précipitant l'univers dans un chaos de ruines et de trépas. Pour quelle raison? Parce que le crépuscule du premier monde sert à mettre en lumière une forme de noirceur présente depuis toujours dans l'intrigue, le mal par la destruction. Tandis que la fin du second monde est là pour exposer l'autre versant de la malveillance, exposé au fil des chapitres, le mal par l'oppression. Voilà pourquoi il est indispensable de connaître le destin de ces deux époques. Plus fondamentalement encore, ces deux mondes illustrent la notion de cycle, étant donné que le premier monde a débuté par l'asservissement de l'être humain. La tyrannie était donc déjà présente. Elle fut combattue en relâchant une immense puissance de destruction. Cependant, le constat est que le déchaînement d'une telle force n'a nullement amélioré le sort de la planète. De la même manière, une éventuelle réussite de Barbe Noire n'apporterait aucun progrès pour le monde. Bien au contraire, si cette puissance destructrice a techniquement brisé les chaînes du monde, elle l'a simultanément changé en un véritable enfer. À présent, nous comprenons que le troisième monde est celui qui doit mettre un terme définitif à ce cycle éternel. Ce sera l'instant où l'on verra pondre l'aube véritable, une ère de libération portée par la figure adéquate, capable d'ouvrir le chemin vers une société meilleure au lieu de se contenter de déclencher une apocalypse. Avec tout ce recul, comment expliquer que le serpent soit destiné à être libéré durant l'ultime affrontement? C'est parce que la guerre finale a pour mission de clore thématiquement l'intégralité du récit. Nous n'allons pas nous contenter de combattre la malveillance incarnée par Imu et les dragons célestes, car en effet, ils ne représentent que le mal propre au second monde. Il faudra également affronter le fléau du premier monde, ce serpent titanesque qui a autrefois tout anéanti. Car, sur le plan symbolique, ces deux formes de mal doivent être terrassées pour tracer clairement la route vers la troisième voie, la seule qui soit juste. Voilà pourquoi, très précisément, Barbe Noire sera l'artisan de la libération du serpent. Parce que ce reptile et tout ce qu'il symbolise font écho à l'essence actuelle de Barbe Noire, tout en s'opposant frontalement à ce qu'incarnent Imu et les nobles mondiaux. Mais de quelle façon
Dès lors, le combat contre le serpent et Barbe Noire va-t-il se dérouler? なあエース、お前俺の仲間にならねえか。俺と一緒に世界を取ろう。俺が成り上がる手段は全て計画してやる。 Pour débuter, il apparaît évident que Loki est prêt à affronter ce reptile, cette confrontation s'imposant sous deux angles complémentaires. Au sein de l'univers de One Piece, Loki demeure l'unique protagoniste dont la stature colossale permet de se mesurer au serpent, puisqu'il égale quasiment ses proportions titanesques. Par ailleurs, sa puissance intrinsèque est telle qu'il surpasse nettement n'importe quel autre acteur du conflit final, à l'exception notable d'Imu ou des futurs Luffy et Barbe Noire. Dès lors, la présence de ce serpent aux flammes infernales devient presque indispensable pour offrir à Loki une opposition à sa mesure dans un duel singulier. Sur le plan thématique, cette dualité est cohérente puisque Loki et Barbe Noire s'affirment tous deux comme des vecteurs de la dévastation, tout en puisant leur inspiration chez la même figure historique, Rox. Loki reflète davantage la personnalité originelle de Rox, celle d'un anti-héros impétueux cachant une certaine noblesse d'âme, alors que Barbe Noire constitue en substance une itération de Rox totalement dénuée de scrupules moraux. Certes, la logique narrative impose que le triomphe sur Barbe Noire revienne exclusivement à Luffy, néanmoins, pour que Loki s'oppose symboliquement à Teach avec panache, sa contribution idéale consisterait à neutraliser le pivot du plan de son rival, le serpent lui-même. Une telle configuration pourrait donner l'illusion d'un Barbe Noire relégué au second plan. Si Imu se confronte à l'Alliance tandis que le serpent libéré par Teach sème le chaos, quel espace reste-t-il pour l'action directe de ce dernier? Il est fort probable qu'une fois les hostilités apaisées et les chutes d'Imu et de ce serpent, que Barbe Noire surgisse pour s'imposer comme l'ultime antagoniste du récit. Peut-être même en s'appropriant le fruit du démon d'Imu à cette occasion. Cela viendrait parfaire la notion de cycle, illustrant comment une forme de mal peut muter vers une autre selon sa capacité à s'accaparer du pouvoir suprême. Cette trajectoire prépare magistralement le dénouement thématique de One Piece. Dans ce schéma, l'affrontement final exigera de terrasser simultanément le serpent, figure du mal dévastateur hérité du premier monde, et Imu, incarnation de la tyrannie du second monde. Suite à ces deux revers pour les forces adverses, l'ultime bataille émergera comme une synthèse de ces deux paradigmes. Barbe Noire s'affirmera comme un dévastateur aspirant à dominer un monde en ruine. En somme, il cumulera la soif de destruction et l'ambition autoritaire, opérant la fusion totale des mots jumeaux opposés depuis le début de l'épopée. Ce rôle fera de lui l'adversaire final idéal pour le troisième monde, destiné à être terrassé par Luffy. Par cette victoire, ce dernier scellera définitivement le dilemme thématique de l'œuvre et fera pondre l'aube d'une ère nouvelle. Une ère, enfin empreinte, d'une harmonie véritable. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo et je vous remercie du fond du cœur de m'avoir accompagné jusqu'à la fin. Si cette vidéo a su retenir votre attention, témoignez votre intérêt en la likant, en la relayant autour de vous et en vous abonnant à la chaîne, sans oublier d'activer la cloche et de rédiger un petit commentaire en retour. Je vous invite aussi à jeter un œil à mes différents comptes sur TikTok, Instagram ou encore Twitter. Tout cela est totalement gratuit, cela me va droit au cœur et cela permet de faire grandir encore davantage notre cercle de passionnés. Un grand merci à ceux qui prendront le temps pour tout cela et salut!